Le cri qui déchira la ferme abandonnée fit se cabrer de terreur le cheval de Carson. Il dut s'agripper aux rênes à deux mains pour ne pas être projeté dans la poussière du désert du territoire de l'Arizona. On était en juillet 1882. Le soleil tapait sans pitié sur la terre craquelée. Il se trouvait devant ce qui avait été un ranch prospère et environ 15 miles au sud de Holbrook. Deney pistait une jument perdue depuis 3 jours. Il suivait les traces de ses sabots dans le paysage aride quand ce son perça le silence de l'après-midi. Ce n'était pas le cri d'un animal, c'était un cri humain, brut et primal. Il était rempli d'une douleur qui lui noua l'estomac, une douleur qu'il reconnut, même s'il n'avait jamais rien entendu de tel auparavant. Il descendit rapidement de cheval, ses bottes heurtèrent le sol avec un bruit sourd. Un autre cri retentit de l'intérieur de la structure délabrée. Les fenêtres étaient brisées, la porte pendait de travers sur ses gonds. Des vers voltants s'étaient accumulés contre le mur est. Cet endroit était abandonné depuis au moins 2 ans. C'était depuis que les propriétaires d'origine avaient renoncé à faire vivre cette terre impitoyable. Ils étaient repartis vers l'est. « Il y a quelqu'un » cria Adnan. Sa main se porta instinctivement sur le revolver à sa hanche. Il ne pouvait imaginer quelle menace l'attendait à l'intérieur. « Est-ce que quelqu'un est là? Vous avez besoin d'aide? » La seule réponse fut d'un sanglot haletant, suivi d'une respiration laborieuse. Deney poussa la porte cassée, ses yeux s'habituèrent à la pénombre. La pièce principale était vide, à l'exception d'une table cassée et de quelques débris. Mais un autre son l'attira vers ce qui avait été une chambre. Ce qu'il vit en franchissant cette porte resterait gravé dans sa mémoire à jamais. Une jeune femme gisait sur le sol en terre battue. Ses cheveux sombres étaient collés à son visage par la sueur. Sa robe en calicot était relevée jusqu'à sa taille. Son visage était pâle comme la mort, sauf 2 taches de couleur vive sur ses joues. Ses yeux étaient fermés, plissés par l'agonie. Mais ce qui fit Jardin sur place, c'était la vue de son ventre gonflé qui se contractait. Il comprit alors ce qui se passait. Elle était en train d'accoucher, seule, dans une maison abandonnée au milieu de nulle part. « Jésus-Christ » souffla Dean. Et elle ouvrit brusquement les yeux. Ils étaient verts, remarqua-t-il, d'une teinte surprenante, comme l'herbe nouvelle après une pluie rare. « Restez en arrière » haleta-t-elle, en essayant de se redresser sur ses coudes. Mais une autre contraction la frappa et elle cria, s'effondrant à nouveau. « S'il vous plaît, partez, laissez-moi seule. »« Madame, je ne peux pas faire ça, » dit-il, son esprit s'emballant. Il avait aidé à mettre bas des veaux et des poulains dans le ranch de sa famille au Texas. Mais un bébé humain, c'était tout à fait différent. Pourtant, il voyait bien qu'elle était en grande difficulté. Il n'y avait personne d'autre à des miles à la ronde. S'il la laissait, elle mourrait. Le bébé mourrait. « Je m'appelle Dan Carson et je vais vous aider. »« Non, » sanglota-t-elle. Mais il n'y avait aucune force derrière ce mot. « Vous ne pouvez pas, s'il vous plaît. Je dois le faire moi-même. »« Ah, ma moitié. » Il s'agenouilla à côté d'elle. Il remarqua les quelques provisions qu'elle avait rassemblées. Un couteau qui semblait avoir été récupéré dans les ruines. Quelques morceaux de tissu relativement propres, déchirés dans ce qui avait dû être des rideaux. Et une gourde d'eau. Elle avait planifié cela, réalisa-t-il. Elle était venue ici délibérément pour avoir ce bébé seul, loin de tout le monde. « Quel est votre nom » demanda-t-il doucement, en retroussant ses manches. Elle détourna le visage. « Margaret. Margaret Lawrence. Eh bien, Margaret Lawrence, je vois que vous êtes une femme courageuse. Mais le courage ne suffira pas à faire naître ce bébé en toute sécurité. Laissez-moi vous aider. » Il la voyait trembler. Était-ce de peur, de douleur, ou les deux, il ne pouvait le dire. « Je vous le promets, je ne vous ferai aucun mal et je ne vous jugerai pas. » Cette dernière phrase sembla briser quelque chose en elle. Des larmes coulèrent sur son visage alors qu'elle hochait faiblement la tête. « Je ne sais pas quoi faire, » murmura-t-elle. « Je pensais que je pourrais me débrouiller seule. Mais ça fait tellement plus mal que je ne l'imaginais, et quelque chose ne va pas. » Deney alla se laver les mains avec un peu d'eau de sa gourde. Il aurait désespérément souhaité avoir du savon ou du whisky ou n'importe quoi pour les nettoyer correctement. « Depuis combien de temps êtes-vous en travail? » « Depuis la nuit dernière. La douleur a commencé vers minuit. Ce n'était pas trop intense au début, mais maintenant, une autre contraction la saisit. Elle lui agrippa le bras avec une force surprenante. Ses ongles s'enfoncèrent dans sa peau, même à travers sa chemise. Il la laissa s'accrocher,
murmurant ce qu'il espérait être des mots apaisants jusqu'à ce que la contraction passe. Quand elle put de nouveau parler, Margaret lui raconta son histoire. Elle le fit par fragments. Entre les douleurs qui la terrassaient, elle avait été mariée à un homme nommé Thomas Lawrence. C'était un prospecteur qui l'avait emmené dans le territoire de l'Arizona. Il lui avait promis de l'argent et une vie meilleure. Au lieu de ça, il avait perdu le peu d'argent qu'ils avaient en jouant à Holbrook. Puis il s'était fait tirer dessus dans une dispute pour une concession. Une concession qui n'avait jamais contenu la moindre trace d'argent. C'était il y a 7 mois. Elle était alors enceinte de 4 mois. Ses amis m'ont chassé de la pension de famille quand je n'ai plus pu payer le loyer, allaitta-t-elle. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas avoir une femme non mariée avec un bébé vivant là. Même si j'étais marié, même si je leur ai montré le certificat, ils ont dit que sans Thomas pour se porter garant, j'étais juste une autre femme qui s'était mise dans le pétrin. Deney sentit la colère monter en lui face à cette injustice, mais il garda une voix calme. Ce n'était pas juste. Vous méritiez mieux que ça. Je vis dans la rue depuis 2 mois, continua-t-elle. Je dors dans des bâtiments abandonnés. Je fais des petits boulots. Je lave du linge ou je fais des retouches quand je peux en trouver. Mais mon ventre est devenu trop gros et les gens ont commencé à refuser de m'embaucher. Certains hommes, elle frissonna. Certains d'entre eux voulaient m'aider, contre un certain prix. Je n'ai pas voulu payer. Oh, vous avez eu raison de refuser, dit fermement Diane. Il ne pouvait que trop bien imaginer quel prix ces hommes avaient exigé. Vous avez fait ce qu'il fallait. Margaret le regarda avec ses yeux verts. Elle cherchait sur son visage de la moquerie, de la pitié ou du désir. Il essaya de ne lui montrer qu'une inquiétude sincère. Elle dut voir quelque chose en quoi elle pouvait avoir confiance, car elle hocha lentement la tête. Je savais que cet endroit était abandonné. Je pensais que je pourrais avoir le bébé ici, et qu'ensuite, je pourrais peut-être trouver du travail comme nourrice ou quelque chose comme ça. Si je ne pouvais pas m'en occuper moi-même, je ne savais pas que ce serait comme ça. Les bébés viennent quand ils le décident, et à leur manière, dit Danny, bien qu'il soit loin d'être un expert. Laissez-moi voir si je peux comprendre ce qui se passe. Il lui fallut tout son courage pour l'examiner. Il essaya d'être aussi clinique et respectueux que possible. Pendant ce temps, elle mordait un morceau de cuir qu'elle avait apporté pour ne pas se crier. Ce qu'il découvrit lui serra le cœur. Margaret, je peux sentir la tête du bébé, mais elle n'est pas bien positionnée. Je pense que c'est pour ça que votre travail dure si longtemps. Est-ce qu'il va mourir? Sa voix était faible et effrayée. Est-ce que je vais mourir? Non, dit DNA avec plus d'assurance qu'il n'en ressentait. Allez, mais vous devez m'écouter attentivement. À la prochaine contraction, je veux que vous poussiez aussi fort que possible. Je vais essayer d'aider à guider le bébé. L'heure qui suivit fut la plus longue de la vie de Deney. Margaret poussa de toutes ses forces. Son visage devint rouge sous l'effort. Ses cris résonnaient contre les murs nus. Il la coacha à chaque contraction. Ses mains travaillaient avec précaution pour aider à tourner la tête du bébé. La sueur coulait sur son propre visage. Était-ce à cause de la chaleur ou de la tension? Il ne pouvait le dire. « Je n'en peux plus », sanglota Margaret après une contraction particulièrement brutale. « Je ne peux plus, je n'ai plus de force. »« Si vous le pouvez, » insista Denny. Il attrapa la gourde et la porta à ses lèvres, la laissant boire. « Vous êtes la femme la plus forte que j'ai jamais rencontrée, Margaret Lawrence. Vous avez survécu à la perte de votre mari. Vous avez survécu au fait d'être mise à la porte sans nulle part où aller. Vous avez survécu 2 mois seule en portant ce bébé. Vous pouvez survivre à ça aussi. » Elle le regarda avec une sorte d'émerveillement dans les yeux. « Pourquoi m'aidez-vous? Vous ne me connaissez même pas. »« Parce que c'est la bonne chose à faire, » dit simplement Deney. « Et parce que je pense que vous méritez d'avoir quelqu'un de votre côté pour une fois. » Quelque chose changea alors dans son expression. Une détermination s'installa sur ses traits. Quand la contraction suivante arriva, elle poussa avec une force renouvelée, et Deney sentit le bébé commencer à bouger. « C'est ça. Continuez, Margaret. Je vois la tête maintenant. Encore une grosse poussée. » Avec un dernier cri déchirant, Margaret poussa avec tout ce qui lui restait. Les mains de Deney attrapèrent le bébé alors qu'il glissait dans le monde. Il était minuscule, glissant et absolument parfait. Pendant un instant, l'enfant ne fit aucun bruit et le cœur de Deney s'arrêta.
Puis il se souvint de ce que sa mère avait fait quand un veau naissait sans respirer. Il frotta fermement le dos du bébé. Le nourrisson eut une toux saccadée, puis poussa un hurlement. C'était le plus beau son qu'il ait jamais entendu. C'est un garçon, dit Nehi, riant de soulagement en enveloppant le bébé dans le tissu propre que Margaret avait préparé. Vous avez un fils. Margaret pleurait alors qu'il plaçait le petit paquet dans ses bras. Mais c'étaient des larmes de joie maintenant. Un garçon, répéta-t-elle émerveillée. J'ai un garçon. Déné s'occupa des dernières tâches nécessaires. Il coupa et noua le cordon avec des mains qui ne tremblaient que légèrement. Il aida Margaret à expulser le placenta et s'assura qu'elle ne saignait pas trop. Puis il sortit vers son cheval et récupéra une couverture de sa sacoche de sel. Il prit aussi de la viande séchée et du biscuit de soldat qui constituait ses rations. Quand il revint à l'intérieur, Margaret allaitait le bébé. Son visage était doux, empreint d'un amour si féroce que la poitrine de DNA se serra. Elle leva les yeux alors qu'il étendait la couverture sur ses genoux. « Merci, dit-elle doucement. Vous nous avez sauvé la vie à tous les deux aujourd'hui. »« C'est vous qui avez fait tout le travail difficile, » répondit Dné. Il lui tendit de la nourriture et la regarda manger avec voracité. Il réalisa qu'elle n'avait probablement pas eu de vrai repas depuis des jours. « Quand avez-vous mangé pour la dernière fois? »« Hier matin, j'avais un peu de pain que j'ai réussi à trouver dans la poubelle du boulanger. » Elle dit cela d'un ton neutre, mais Dné sentit de nouveau cette colère brûler en lui. Cette femme courageuse et déterminée, avait été réduite à manger des ordures en portant un enfant. « Eh bien, c'est terminé maintenant, » dit-il fermement. « Dès que vous serez assez forte pour voyager, je vous ramène à Holbrook. » La peur traversa son visage. « Je ne peux pas y retourner. Ces gens ne m'aideront pas. Ils prendront mon bébé et me mettront à la rue. » « Ils ne le feront pas, promit Dné, parce que je vais dire à tout le monde que vous êtes ma femme. » Margaret le dévisagea comme s'il avait perdu la tête. « Quoi? Nous venons de nous rencontrer. Vous ne pouvez pas vouloir m'épouser. »« Soit, je ne dis pas que nous devons nous marier pour de vrai, » clarifia D.N.E. Mais même en le disant, il n'était pas tout à fait sûr que ce soit vrai. Quelque chose lui était arrivé au cours des dernières heures. Il avait regardé cette femme se battre pour sa vie et celle de son enfant avec un tel courage. Il avait regardé dans ses yeux verts et y avait vu une force qui égalait la terre sauvage qui les entourait. Mais si les gens pensent que vous êtes ma femme, ils vous traiteront avec respect. Moi qu'ils vous donneront un abri et de la nourriture. Votre fils sera en sécurité. « Pourquoi feriez-vous ça pour moi? » demanda à nouveau Margaret. Il pouvait entendre la confusion sincère dans sa voix, comme si la gentillesse était une langue étrangère qu'elle avait oublié de parler. Diana s'assit par terre à côté d'elle. Il fit attention de ne pas l'envahir, mais assez près pour qu'elle puisse voir clairement son visage dans la pénombre. « Ma mère est morte en donnant naissance à ma petite sœur quand j'avais 15 ans, dit-il doucement. Mon père était parti travailler dans les pâturages. Quand il est revenu, qu'il était trop tard. La sage-femme a dit que si quelqu'un avait été là, si elle n'avait pas été seule, elle aurait pu survivre. » Il déglutit difficilement, luttant contre un vieux chagrin. « Je porte cette culpabilité avec moi depuis 12 ans. Je me demande si j'aurais pu faire quelque chose. Pas si j'aurais dû aller la voir plus tôt. Aujourd'hui, on m'a donné une chance d'être là quand quelqu'un avait besoin d'aide. Je ne vais pas tourner le dos à ça. » Les yeux de Margaret étaient de nouveau humides de larmes. « Je suis tellement désolé pour votre mère. Et je suis désolé pour votre mari, » répondit D.N.E. « Mais nous sommes tous les deux encore là, et votre fils aussi. Ça doit bien compter pour quelque chose. » Ils restèrent dans la maison abandonnée toute la nuit. Bundon monta à la garde pendant que Margaret et le bébé dormaient, enveloppés ensemble dans sa couverture. Il lui avait aussi donné son sac de couchage, insistant sur le fait qu'elle avait plus besoin du rembourrage que lui. La vérité, c'est qu'il ne pensait pas pouvoir dormir de toute façon. Son esprit était en ébullition avec tout ce qui s'était passé et tout ce qui devrait se passer ensuite. Il avait dit à Margaret qu'il la présenterait comme sa femme. Mais il n'avait pas réfléchi à toutes les implications. Il avait 28 ans et ne s'était jamais marié. Sa vie dans les pâturages ne laissait pas beaucoup de place à la romance. Il avait courtisé une fille au Texas quand il était plus jeune. Mais elle avait épousé un banquier, quelqu'un qui pouvait lui offrir la stabilité et une vraie maison. D.N.E. ne lui en avait jamais voulu pour ce choix. Mais maintenant,
En regardant le clair de lune filtrer à travers les fenêtres brisées et jeter des ombres argentées sur le visage endormi de Margaret, il se mit à penser à des possibilités qu'il n'avait jamais envisagées auparavant. Elle était belle, même épuisée et sale après avoir accouché sur un sol en terre. Plus que ça, elle avait un esprit féroce qui l'attirait comme un aimant. En quelques heures seulement, elle était devenue importante pour lui d'une manière qu'il ne pouvait pas tout à fait expliquer. L'aube se leva lentement, peignant le ciel de nuances de rose et d'or. Margaret se réveilla alors que la lumière devenait plus forte, grimaçant en essayant de s'asseoir. DNA se précipita pour l'aider, et elle lui offrit un sourire reconnaissant qui fit quelque chose d'étrange à son cœur. « Comment vous sentez-vous » demanda-t-il. « Endolori » admit-elle. « Mais mieux que ce à quoi je m'attendais. Il a dormi pendant près de 3 heures d'affilée. » Elle baissa les yeux sur le bébé dans ses bras, son expression pleine d'émerveillement. « Je n'arrive toujours pas à croire qu'il est vraiment là. Avez-vous pensé à un nom pour lui? » Margaret resta silencieuse un moment. « Daniel, dit-elle finalement. D'après mon père, Daniel Thomas Lawrence. C'est un bon nom, un nom fort, approuva Dney. Il fit chauffer de l'eau sur un petit feu qu'il avait allumé dehors. Puis il aida Margaret à se laver, elle et le bébé, ou du mieux qu'il pouvait avec leurs maigres provisions. Elle était faible et chancelante sur ses pieds, mais elle insista pour se lever et se faire présentable. « Si nous devons arriver en ville avec vous prétendant que je suis votre femme, je dois avoir l'air de l'être, dit-elle avec une pointe de son ancien esprit. Je ne veux pas que les gens pensent que vous avez épousé une créature pathétique. Personne ne pourrait jamais penser ça de vous, dit DNA honnêtement. Moi-t-il partions pour Holbrook en milieu de matinée, avançant lentement car Margaret se remettait encore. DNA la fit monter sur son cheval, avec le bébé emmitouflé dans ses bras. Lui marchait à côté, menant l'animal par les rênes. Ce n'était pas le moyen le plus efficace de voyager, mais c'était le plus sûr pour Margaret et le petit Daniel. En marchant, ils parlèrent. Margaret lui raconta son enfance dans le Missouri. Elle était la plus jeune de 4 filles d'un instituteur et d'une couturière. Elle avait rencontré Thomas à une fête paroissiale. Il lui avait semblé charmant et ambitieux, plein de rêves de faire fortune dans les territoires. Elle avait cru à ses rêves. Elle avait voulu croire en un avenir plein de possibilités. « J'étais naïve, dit-elle avec regret. Je pensais que l'amour suffisait. Je pensais que si nous nous avions l'un l'autre, nous pourrions tout surmonter. »« L'amour aurait dû suffire, répondit Dna. Il aurait dû mieux s'occuper de vous. »« Isha, il m'aimait, dit Margaret. Et il n'y avait aucune amertume dans sa voix, seulement de la tristesse. Il aimait juste l'idée de l'argent plus que tout. Il n'arrêtait pas de penser que la prochaine concession serait la bonne, que la prochaine partie de cartes lui ferait regagner tout ce qu'il avait perdu. Il est mort en essayant de défendre un trou sans valeur dans le sol parce qu'il ne pouvait pas admettre son échec. DNA comprenait ce genre d'entêtement. Cette fierté qui pouvait conduire un homme à sa perte. Il l'avait vu chez d'autres prospecteurs et cowboys. Des hommes qui préféraient mourir plutôt que d'admettre qu'ils avaient du tort. « Vous méritiez mieux, dit-il à nouveau. « Peut-être, dit doucement Margaret. Ou peut-être que c'est exactement ce que je mérite pour avoir été assez stupide pour suivre un rêveur au milieu de nulle part. Avoir des rêves ne vous rend pas stupide, dit fermement Dunham. Ça vous rend humaine. Et élever ce bébé seul n'aurait pas été ce que vous méritiez non plus. Vous méritez de l'aide, vous méritez de la gentillesse. » Elle baissa les yeux vers lui depuis sa place sur le cheval, et quelque chose de chaleureux vacilla dans son regard. « Vous êtes un homme bon, Nat Carson. »« J'essaie de l'être, répondit-il. Ils atteignirent Holbrook en début de soirée. C'était une ville rude, le genre d'endroit où les hommes venaient pour trouver fortune ou se perdre, selon ce qui arrivait en premier. La rue principale était bordée de saloons et de pensions de famille, d'un magasin général et d'une forge. Et Dene les conduisit directement à la meilleure pension de la ville. Elle était tenue par une femme sévère nommée Madame Patterson, qui avait la réputation de diriger un établissement respectable. Madame Patterson parut sceptique quand DNA entra, Margaret toujours sur son cheval à l'extérieur. « Monsieur Carson, dit-elle froidement, « que puis-je faire pour vous? »« J'ai besoin d'une chambre pour moi et ma femme, » dit Dinky clairement, assez fort pour que plusieurs autres clients dans le salon puissent l'entendre. « Et notre fils nouveau-né. Nous en aurons besoin pour au moins une semaine, peut-être plus. »
Le scepticisme sur le visage de Madame Patterson s'accentua. Votre femme, je ne savais pas que vous étiez marié. C'était soudain, dit Danny avec aisance. Nous nous sommes mariés il y a environ 1 mois quand je suis passé par le Missouri. Elle voyageait pour me rejoindre quand le travail a commencé plus tôt que prévu. Heureusement, j'étais parti à sa rencontre sur la piste, sinon je ne sais pas ce qui serait arrivé. C'était un mensonge plausible, assez proche de la vérité pour qu'il puisse le livrer de manière convaincante. L'expression de Madame Patterson s'adoucit légèrement alors qu'elle regardait par-dessus son épaule. Quand elle vit Margaret assise sur le cheval, le bébé dans ses bras, n'importe quelle femme pouvait voir qu'elle venait d'accoucher, et la vue d'une mère avec un nouveau-né suscitait la sympathie, même dans les cœurs les plus durs. Très bien, dit Madame Patterson. J'ai une chambre au 2e étage. Elle n'est pas grande, mais elle est propre. Ce sera 2 $ par semaine, repas inclus. Danny la paya sans hésiter, bien que cela lui prît la majeure partie de l'argent qu'il avait sur lui. Il devrait bientôt trouver du travail, mais c'était un problème pour le lendemain. Aujourd'hui, sa priorité était de mettre Margaret et Daniel dans un endroit sûr et confortable. La chambre était petite, comme promis, mais elle avait un vrai lit avec des draps propres. Il y avait une table de toilette avec une cruche et une bassine, et une fenêtre qui donnait sur la rue. Pour Margaret, après 2 mois à dormir dans des bâtiments abandonnés et sous des buissons, cela devait ressembler à un palais. Elle s'affaissa sur le lit avec un soupir de soulagement, berçant Daniel contre elle. « Merci », murmura-t-elle, alors que Danny posait ses sacoches de sel. « Je sais que je l'ai déjà dit, mais vraiment, merci. »« Vous n'avez pas besoin de continuer à me remercier, » dit Danny. Il se sentit soudain mal à l'aise. Il réalisait qu'il était dans une petite chambre avec une femme qu'il connaissait à peine. Et tout le monde dans la pension pensait qu'ils étaient mariés. « Je devrais probablement trouver un autre endroit pour dormir. Peut-être l'écurie ou le saloon. Ce ne serait pas convenable que je reste ici avec vous, dit N.E. La voix de Margaret l'arrêta à la porte. Si nous sommes censés être mariés, que vous dormiez à l'écurie soulèvera des questions. Je ne veux pas ruiner votre réputation à cause de moi. Je me fiche de ma réputation, dit Ned honnêtement. Eh bien, moi non, répondit Margaret. Vous avez déjà tant fait pour moi. Le moins que je puisse faire est de protéger votre nom. Et puis, ajouta-t-elle avec un petit sourire, je vous fais confiance. Vous avez prouvé que vous étiez un gentleman. Alors Danny resta. Il dormit par terre cette première nuit, utilisant sa selle comme oreiller. Margaret et Daniel prirent le lit. C'était inconfortable, mais il avait dormi dans des endroits pires. Ce qui le tenait éveillé n'était pas le sol dur. C'était le son de la respiration douce de Margaret et les bruits occasionnels du bébé. C'était étrange et familier, et curieusement juste, comme si c'était là qu'il était censé être. Au cours des jours suivants, ils prirent une routine. Danny se réveillait tôt et descendait chercher le petit déjeuner pour Margaret, qui reprenait encore des forces. Elle allaitait Daniel, puis se reposait pendant que Danny sortait chercher du travail. Il réussit à trouver un emploi d'aide-forgeron. Oui, il ferrait des chevaux et faisait des réparations, ce qui lui rapportait assez pour couvrir leurs dépenses. Le soir, ils s'asseyaient ensemble dans leur petite chambre et parlaient. Danny apprit que Margaret aimait lire, qu'elle avait appris le français toute seule dans des livres que son père avait ramenés à la maison et qu'elle avait toujours rêvé de voir l'océan. Margaret apprit que Danny avait quitté le Texas après la mort de son père 2 ans plus tôt. Il ne pouvait pas rester dans le ranch qui contenait tant de souvenirs. Il errait depuis, prenant du travail là où il en trouvait, ne restant jamais longtemps au même endroit. « Avez-vous déjà pensé à vous installer ?» demanda Margaret un soir en berçant Daniel. « Avoir un endroit à vous. Avant... » Oui, admit Dan, mais ça semblait être un rêve pour d'autres personnes, pas pour quelqu'un comme moi. Pourquoi pas pour vous? Il haussa les épaules. Je suppose que je n'ai jamais senti que je le méritais. Ou peut-être que j'avais juste peur. Peur de quoi? Peur de le perdre, dit Danny doucement. Peur de tenir à quelque chose et de me le faire arracher à nouveau, comme on m'a arraché ma mère, puis mon père. Margaret tendit la main et toucha la sienne. C'était la première fois qu'elle initiait un contact depuis ce jour dans la maison abandonnée. Ses doigts étaient chauds et doux. « Je comprends cette peur, dit-elle. Après la mort de Thomas, j'ai pensé que je ne ferais plus jamais confiance à personne. Je pensais que j'étais mieux seul, que dépendre de quelqu'un d'autre ne mènerait qu'à plus de douleur. Et maintenant,
demanda Dney, ses yeux scrutant son visage. Maintenant, je pense que peut-être être seul n'est pas la même chose qu'être en sécurité, dit doucement Margaret. Peut-être que prendre un risque avec quelqu'un, lui faire confiance, vaut la possibilité d'être blessé. Parce que l'alternative est de vivre une demi-vie sans jamais vraiment se connecter à personne. Quelque chose passa entre eux à ce moment-là, une compréhension qui allait au-delà des mots. Danny retourna sa main pour que leurs doigts puissent s'entrelacer, et Margaret ne se retira pas. Ils restèrent ainsi jusqu'à ce que la bougie se consume, se tenant simplement la main et écoutant les doux ronflements de Daniel. Le prétexte de leur mariage devint de moins en moins un prétexte au fil des semaines. Danny passa de dormir par terre à dormir à côté de Margaret dans le lit. Ils maintinrent une distance respectueuse au début, mais peu à peu, cette distance se réduisit. Une nuit, Danny se réveilla et trouva Margaret pressée contre lui, cherchant la chaleur. Une autre nuit, il passa son bras autour d'elle dans son sommeil, et elle se blottit naturellement contre lui, comme s'ils dormaient ensemble depuis des années. C'est Daniel qui fit finalement tomber les dernières barrières entre eux. Le bébé avait des coliques et il pleura pendant des heures, une nuit. Rien de ce que Margaret faisait ne semblait l'aider. Elle était épuisée et frustrée. Des larmes coulaient sur son propre visage alors qu'elle arpentait la pièce avec le nourrisson hurlant. « Je ne sais pas quoi faire », sanglota-t-elle. « Je ne sais pas ce dont il a besoin. Quelle sorte de mère suis-je si je ne peux même pas réconforter mon propre enfant ?» Danny se leva et prit doucement Daniel de ses bras. « Vous êtes une mère merveilleuse, dit-il fermement. Il a juste mal au ventre. Ça va passer. Laissez-moi essayer quelque chose. » Il tint Daniel contre son épaule et marcha en cercle lent dans la pièce, fredonnant un air que sa propre mère avait l'habitude de chanter. Peu à peu, les pleurs du bébé se calmèrent en gémissements, puis en silence. Quand Dney baissa les yeux, Daniel dormait. Son petit poing était recroquevillé contre la poitrine de Dney. « Comment avez-vous fait ça ?» murmura Margaret, stupéfaite. « J'ai juste eu de la chance, je pense, dit Dney. Mais quand il essaya de remettre Daniel dans son berceau, le bébé recommença à s'agiter. Alors Dney se réinstalla sur le lit, adossé à la tête de lit avec Daniel sur sa poitrine. Margaret s'allongea à côté d'eux, sa tête sur l'épaule de Dney, bouche d'une main posée doucement sur le dos de son fils. « Vous ferez un père merveilleux un jour, » dit-elle d'une voix endormie. « Peut-être que je le suis déjà, » répondit Danny, et les mots sonnèrent vrais d'une manière qui le surprit. Dans les semaines qui avaient suivi sa rencontre avec Margaret, Daniel était devenu son fils de toutes les manières qui comptaient. Il aimait les petits ronflements du bébé et sa faim féroce. Il aimait la façon dont tout son visage se plissait quand il était sur le point de pleurer. Il aimait se réveiller pour le surveiller au milieu de la nuit. Et il aimait rentrer du travail et voir Margaret le nourrir. Et il aimait Margaret. La prise de conscience le frappa comme un éclair, bien qu'il aurait peut-être dû la voir venir. Il aimait son courage et sa résilience, et la façon dont elle souriait quand elle pensait que personne ne la regardait. Il aimait comment elle fredonnait en cousant, acceptant des travaux de retouche pour contribuer à leurs dépenses, même s'il lui disait qu'elle n'en avait pas besoin. Il aimait son esprit vif et son cœur tendre, et la façon dont elle le regardait parfois, comme s'il était quelqu'un qui méritait d'être aimé en retour. « Margaret, » dit-il doucement dans l'obscurité, « je dois vous dire quelque chose. » « Qu'est-ce que c'est ?» Sa voix était somnolente et satisfaite. « Tout ça a commencé comme un moyen de vous protéger, de vous donner une respectabilité et de vous aider à vous remettre sur pied. Mais c'est devenu quelque chose de plus pour moi. Vous êtes devenu quelque chose de plus pour moi. » Il prit une profonde inspiration, son cœur battant à tout rompre. « Je sais que nous ne nous connaissons que depuis quelques semaines. Je sais que cette situation est compliquée. Mais je veux que vous sachiez que mes sentiments pour vous sont réels. Je suis tombé amoureux de vous, Margaret Lawrence, de vous et de Daniel. » Margaret leva la tête pour le regarder. Dans le clair de lune qui filtrait par la fenêtre, il pouvait voir des larmes briller sur ses joues. « Danny, vous n'avez rien à dire en retour, » dit-il rapidement. « Je sais que c'est trop tôt pour vous. Je sais que vous êtes encore en deuil de votre mari. Je voulais juste que vous sachiez la vérité. » Danny Carson, arrêtez de parler et laissez-moi finir. Dieu dit Margaret avec un rire larmoyant. J'allais dire que je vous aime aussi. Je crois que j'ai commencé à tomber amoureuse de vous au moment où vous avez refusé de me laisser dans cette maison abandonnée.
quand vous avez insisté pour m'aider alors que j'étais une étrangère. Vous êtes resté avec moi pendant le moment le plus vulnérable et le plus terrifiant de ma vie. Et vous ne m'avez jamais fait sentir honteuse ou jugée. Vous m'avez rendu ma dignité, mon espoir. Comment pourrais-je ne pas vous aimer? Déné sentit que son cœur allait éclater. Très prudemment, conscient du bébé endormi sur sa poitrine, il se pencha et embrassa Margaret. C'était un baiser doux et tendre, plein de promesses et de nouveaux départs. Quand ils se séparèrent, ils souriaient tous les deux. « Je veux vous épouser pour de vrai, dit Dean. Je veux être le père de Daniel, pas seulement faire semblant. Je veux construire une vie avec vous, où que cette vie nous mène. » Oui, oui, murmura Margaret. Oui à tout ça. Ils se mariaient la semaine suivante lors d'une simple cérémonie dans la petite église de Holbrook. Madame Patterson et le forgeron servirent de témoins. Daniel dormit pendant tout le service, enveloppé dans une couverture que Margaret avait cousue avec du tissu que Danny avait acheté au magasin général. Ce n'était pas un mariage fastueux, rien de ce dont Margaret avait probablement rêvé quand elle était jeune fille. Mais c'était le leur, et c'était réel. Après le mariage, ils commencèrent à planifier l'avenir. Le travail de Dan à la forge était stable, mais pas suffisant pour subvenir aux besoins d'une famille grandissante à long terme. Ils discutèrent des possibilités. Retourner au Texas pour essayer de récupérer le ranch familial de DNA. Partir en Californie, où il y avait des rumeurs de travail sur les chemins de fer. Ou même rester dans le territoire de l'Arizona et trouver un lopin de terre à eux. Finalement, ce fut une opportunité inattendue qui décida de leur sort. Un éleveur nommé William Everett passa par Holbrook. Il cherchait un contremaître pour gérer son exploitation de bétail près de Snowflake, en Arizona. Le contremaître précédent avait été tué dans une débandade. Everett avait besoin de quelqu'un d'expérimenté et de confiance pour prendre la relève. Le poste comprenait une maison sur la propriété et un salaire décent. DNA rencontra Everett et fut honnête sur sa situation. Il avait une femme et un fils en bas âge, et il avait besoin de stabilité. Everett, un homme bourru dans la soixantaine, moi, c'est là-bas sur la soixantaine, regarda Danae avec des yeux qui avaient trop vu ce monde difficile. Un homme qui est honnête sur ses responsabilités est un homme en qui je peux avoir confiance, dit Everett. Le poste est à vous si vous le voulez. Ils déménagèrent à Snowflake à l'automne 1882. La maison était petite mais solide, avec 2 chambres et une cuisine qui fit applaudir Margaret de joie. C'était plus qu'elle n'avait espéré, plus que l'un ou l'autre n'avait osé rêver quelques mois plus tôt. Danny se jeta à corps perdu dans son travail au ranch, se montrant compétent et dévoué. Il se levait avant l'aube pour superviser les ouvriers, gérait les troupeaux avec un œil attentif, s'occupait des affaires avec un esprit vif. Everett en vint à lui faire entièrement confiance. Il laissait souvent Danny en charge pendant des semaines, pendant qu'il voyageait pour négocier des contrats dans d'autres territoires. Pendant ce temps, Margaret fit de leur maison un foyer. Elle planta un petit jardin, cousit des rideaux pour les fenêtres et remplit les pièces de chaleur et de rire. Daniel passa de nouveau-né minuscule à un bébé joufflu et heureux. Il adorait sourire à son père quand Danny rentrait poussiéreux et fatigué des pâturages. Leur amour s'approfondit à chaque saison. Ils apprirent les rythmes et les manies de l'autre, comme le font tous les couples qui construisent une vie ensemble. Margaret apprit que Danny était terrible pour se souvenir de déjeuner quand il était occupé. Alors, elle commença à lui préparer de la nourriture qu'il pouvait manger d'une seule main en travaillant. Danny apprit que Margaret aimait chanter en cuisinant, de vieilles chansons de son enfance qu'elle apprenait à Daniel. Ils eurent aussi leurs moments difficiles. Il y eut des nuits où Margaret se réveillait de cauchemars. Elle revivait son accouchement seule dans cette maison abandonnée. Danny la serrait dans ses bras jusqu'à ce que la peur passe. Il y eut des moments où la vieille culpabilité de Danny concernant sa mère refaisait surface. Margaret lui rappelait alors doucement qu'il ne pouvait pas sauver tout le monde. Mais il l'avait sauvée, elle et Daniel, et c'était suffisant. L'argent était parfois un problème, surtout au début. Il y eut des mois où ils durent choisir entre de nouvelles bottes pour Danny ou du tissu pour les vêtements d'hiver de Daniel. Mais ils ne connurent jamais la faim et ils ne se sentirent jamais pauvres parce qu'ils savaient l'un l'autre. Un soir, environ 1 an après leur déménagement à Snowflake, Margaret annonça à Dee qu'elle était de nouveau enceinte. Il la souleva dans ses bras, la faisant tourner dans la cuisine jusqu'à ce qu'elle rit
et le supplie de la reposer avant qu'elle n'ait le vertige. Daniel, maintenant un bambin, applaudit et demanda à être tourné aussi, ce que Danae fit avec plaisir. Cette grossesse fut différente de la première de Margaret. Elle avait Danae à ses côtés à chaque étape. Et quand le moment de la naissance arriva, il y avait une sage-femme présente et un lit confortable. Et aucune peur d'être seule. Leur deuxième fils naquit au printemps de 1884. Il était en bonne santé, bruyant et absolument parfait. Ils l'appelèrent James Carson, et Daniel était fasciné par son nouveau petit frère, voulant aider pour tout. William Everett devint comme un grand-père pour leur garçon. Le vieil éleveur ne s'était jamais marié et n'avait pas eu d'enfant. Il choyait Daniel et James avec une tendresse surprenante. Quand il mourut paisiblement dans son sommeil en 1886, il laissa le ranch à Danae dans son testament. Il reconnaissait par écrit ce que tout le monde savait déjà, que Danae dirigeait l'exploitation avec succès depuis des années et qu'il méritait de posséder ce qu'il avait si durement bâti. Margaret pleura en lisant le testament, submergée par la générosité et le poids de la responsabilité. « Nous sommes propriétaires terriens, dit-elle, émerveillée. Et nous possédons un ranch. Tu le mérites, dit Annie en la serrant contre lui. Tu mérites tout ce qu'il y a de bon dans ce monde, Margaret. Ils renommèrent le ranch le Double D pour Danae et Daniel. Mais Margaret plaisanta en disant qu'il devrait s'appeler le Triple D pour inclure leur deuxième fils. Sous la direction de DNG, le ranch prospéra. Il payait des salaires équitables, traitait ses ouvriers avec respect et se bâtit une réputation de négociant honnête. Des éleveurs de tout le territoire venaient lui demander conseil sur l'élevage du bétail et la gestion des terres. Margaret devint connue à Snowflake comme une femme d'une grande gentillesse et d'une sagesse pratique. Elle acceptait des travaux de couture pour les femmes qui en avaient besoin. Elle aidait à soigner les enfants malades quand le médecin était trop loin, et elle ne renvoyait jamais personne qui se présentait affamé à leur porte. La femme abandonnée et désespérée qui avait accouché seule dans une maison en ruine devint un pilier de la communauté, respectée et aimée. Au fil des ans, leur famille continua de s'agrandir. Ils eurent une fille en 1887 qu'ils nommèrent Sarah en l'honneur de la mère de Dean. Puis un autre fils en 1889, suivi de deux autres filles les années suivantes. Leur maison résonnait des rires, des disputes et des jeux des enfants. Edney pensait souvent à quel point sa vie aurait pu être différente s'il n'avait pas suivi cette jument perdue ce jour de juillet 1882. Daniel devint un jeune homme remarquable qui aimait le ranch autant que son père. Il avait les yeux verts de Margaret et le caractère stable de Dean. Il n'y eut jamais aucun doute qu'il reprendrait le ranch un jour. Il connaissait la vérité sur son père biologique, mais il appelait Dean papa et ne le considéra jamais autrement que comme son vrai père. Pour leur 10e anniversaire de mariage, Danny ramena Margaret à la ferme abandonnée où tout avait commencé. Ils n'y étaient pas retournés depuis ce jour. La structure s'était encore détériorée, le toit s'étant finalement complètement effondré. Mais ils se tinrent les mains dans la main et regardèrent la ruine qui avait été le théâtre de tant de peur, de douleur et finalement de transformation. « Le regrettes-tu parfois ?» demanda doucement Margaret. « Tout ce qui s'est passé, la façon dont nous nous sommes rencontrés ?» « Pas un seul instant, dit fermement Dean. Il se tourna vers elle, cette femme qui était devenue le centre de son monde. « Toi et les enfants est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Je revivrai cette journée 100 fois s'il le fallait pour finir ici avec toi. » Margaret sourit. C'était le même sourire qui avait capturé son cœur pour la première fois au clair de lune d'une chambre empruntée. « Tu m'as sauvé la vie ce jour-là, D.N.E. Carson. »« Non, » répondit D.N.E. en l'embrassant doucement. « C'est toi qui as sauvé la mienne. » Ils retournèrent au ranch alors que le soleil se couchait sur le paysage de l'Arizona, peignant le ciel de couleurs orange et rouge éclatantes. Au loin, ils pouvaient voir leur maison. De la fumée s'élevait de la cheminée, où leurs enfants attendaient sans doute le souper. C'était une scène de paix, de prospérité et d'amour, si différente de là où ils avaient commencé. Cette nuit-là, après que les enfants furent enfin couchés et que la maison fut silencieuse, Dannon et Margaret s'assirent sur leurs porches et regardèrent les étoiles. Ils parlèrent de leurs projets pour le ranch, du 16e anniversaire de Daniel qui approchait, des premiers mots de la petite Elizabeth. Ils parlèrent de tout et de rien, la conversation confortable de deux personnes qui avaient bâti une vie ensemble à partir de rien,
si ce n'est de la détermination et de l'amour. Tu te souviens de ce que tu m'as dit cette première nuit à la pension? Demanda Margaret, sa tête reposant sur l'épaule de Denny. Tu as dit que tu n'avais jamais senti que tu méritais de t'installer, d'avoir un endroit à toi. Je me souviens, dit Dan. Est-ce que tu sens que tu le mérites maintenant? Urha Dan réfléchit sérieusement à la question. Il pensa au courage de Margaret face à des circonstances impossibles, à la façon dont Daniel avait agrippé son doigt avec sa petite main ce premier jour, à tous les moments de joie, de lutte et de croissance qui avaient rempli les années depuis. Il pensa à la famille qu'il avait bâtie, à la terre qu'il avait gagnée et à l'amour qui le soutenait à travers chaque défi. Oui, dit-il finalement. Je pense que oui. Et pas parce que je suis spécial ou parce que j'ai tout fait correctement, mais parce que j'ai été prêt à prendre une chance en amour quand je l'ai trouvé. Parce que je ne me suis pas enfui, même quand les choses étaient effrayantes et incertaines. Parce que je t'ai choisi et que tu m'as choisi, et que nous avons construit quelque chose de réel ensemble. Margaret leva la tête pour l'embrasser. Un baiser qui contenait encore toute la passion et la promesse de leur premier baiser. Ouais, 10 ans plus tôt. Je t'aime, Dan Carson, murmura-t-elle contre ses lèvres. Je t'aime aussi, Margaret Carson, répondit-il, pour toujours et à jamais. À l'intérieur de la maison, leurs enfants dormaient en sécurité dans leur lit, chacun étant un miracle. Chacun étant la preuve que l'amour pouvait éclore même dans les conditions les plus rudes. Dehors, la nuit du désert les enveloppait. Ce n'était plus un lieu de danger et de désespoir, mais un foyer qu'ils avaient revendiqué pour eux-mêmes et leur famille. La ferme abandonnée où Denny avait trouvé Margaret finirait par tomber complètement en poussière, retournant à la terre dont elle avait été bâtie. Mais la famille qui y avait commencé perdurerait pendant des générations. Leur histoire se transmettrait aux arrière-petits-enfants et aux arrière-arrière-petits-enfants. Elle serait un témoignage du pouvoir de la compassion, du courage et du choix d'aider quand l'aide était la plus nécessaire. Des années plus tard, quand DNA serait un vieil homme assis sur ce même porche, regardant ses petits-enfants jouer dans la cour, quelqu'un lui demanderait le secret d'une bonne vie. Il repenserait à ce jour de juillet 1882, à un cri dans une maison abandonnée et à une femme en grand besoin, à la décision qu'il avait prise en une fraction de seconde de s'arrêter et d'aider plutôt que de continuer sa route. Le secret, dirait-il, c'est d'être là quand quelqu'un a besoin de vous, de rester même quand il serait plus facile de partir, de choisir l'amour même quand on a peur de le perdre. C'est tout ce que chacun de nous peut faire, et il s'avère que c'est tout. Margaret sourirait depuis son fauteuil à bascule à côté de lui. Toujours belle, et même avec des cheveux d'argent dans sa chevelure sombre et des rides autour de ses yeux verts. Leurs mains se trouveraient automatiquement. Leurs doigts s'entrelaceraient comme ils le faisaient depuis plus de 40 ans. Et dans ce simple geste se trouverait tout l'amour, l'histoire et l'engagement qui les avaient soutenus à travers tout ce que la vie leur avait réservé. Le soleil se coucherait sur les collines de l'Arizona, peignant le ciel de couleurs qui ne vieillissaient jamais. Ah, peu importe combien de fois il les voyait. Daniel rentrerait après avoir vérifié les troupeaux, ses propres enfants à ses côtés, apprenant le ranch comme il l'avait appris de son père. La maison sentirait la cuisine de Margaret et il y aurait des rires, des conversations et le beau chaos d'une grande famille aimante. Et DNA serrerait doucement la main de Margaret, pensant au destin et au hasard, et à l'incroyable coup de chance qui avait conduit une jument perdue à errer vers une ferme abandonnée exactement le bon jour. Il penserait au choix qu'il avait fait d'aider et au choix que Margaret avait fait de lui faire confiance, et à tous les choix qu'ils avaient faits ensemble au fil des ans. La vie qu'ils avaient née n'avait pas toujours été facile. Il y avait eu des sécheresses et des maladies, des pertes et des chagrins, des moments où l'avenir semblait incertain. Mais ils avaient tout affronté ensemble. Leur amour était la fondation sur laquelle tout le reste était construit. Et à la fin, cet amour était suffisant. C'était plus que suffisant. C'était tout. Alors que les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel qui s'assombrissait, Denny serra Margaret contre lui et lui murmura à l'oreille les mêmes mots qu'il avait prononcés lors de leur première vraie nuit ensemble. Quand ils avaient avoué leurs sentiments dans une petite chambre à Holbrook, avec le bébé Daniel endormi sur sa poitrine. « Je t'aime, Margaret Carson. Toi et notre famille êtes la plus grande bénédiction de ma vie. »« Et tu es la mienne, » répondit Margaret, sa voix pleine d'émotion et de contentement. « Pour toujours et à jamais. »
Le vent du désert soufflait doucement sur le porche, emportant avec lui l'odeur de la sauge, du mesquite et du foyer. À l'intérieur de la maison, les enfants riaient. Dans les pâturages, le bétail mugissait doucement. Et dans les cœurs de deux personnes qui s'étaient trouvées dans les circonstances les plus improbables, l'amour brûlait, constant et vrai, une flamme éternelle qui éclairerait le chemin pour toutes les générations à venir. Leur histoire n'était pas une histoire de richesse, de gloire ou de grande aventure. Elle était plus simple que cela et infiniment plus précieuse. C'était l'histoire de deux personnes qui avaient eu besoin l'une de l'autre au moment exact, ou qui avaient choisi de construire quelque chose de beau à partir des morceaux brisés qu'on leur avait donnés, qui avaient prouvé que la famille n'est pas seulement une question de sang, mais une question d'être présent, de rester et de choisir l'amour chaque jour. Et lors des chaudes soirées d'été à Snowflake, en Arizona, quand les petits-enfants réclamaient des histoires du bon vieux temps, Bouldon et Margaret leur racontaient l'histoire d'un cowboy qui avait trouvé une femme en train d'accoucher seule dans une maison abandonnée. Et comment il était resté et l'avait aidé à chaque instant. Il leur parlait de courage, de gentillesse et du pouvoir incroyable de choisir d'aider quelqu'un dans le besoin. C'est comme ça que notre famille a commencé, disait Danny, son bras autour des épaules de Margaret. Avec le choix de se soucier de quelqu'un, ou même quand il aurait été plus facile de s'en aller. Votre grand-père m'a sauvé la vie et celle de votre oncle Daniel. Ce jour-là, ajoutait Margaret, ses yeux brillants d'une émotion ravivée. Mais plus que ça, il nous a rendu notre dignité et notre espoir. Il nous a montré que nous méritions l'amour, la protection et un avenir. Les petits-enfants écoutaient, les yeux écarquillés. Ils essayaient d'imaginer leur grand-père fort et stable en jeune cow-boy, et leur grand-mère douce et sage en femme désespérée, accouchant seule. L'histoire semblait à la fois incroyable et inévitable. Le genre de récit qui ne pouvait se produire que dans le territoire sauvage et indompté de l'Arizona des années 1880. Mais c'était réel. Chaque mot était vrai. Et la preuve était tout autour d'eux, dans le ranch prospère qui subvenait aux besoins de 3 générations de la famille, dans l'amour qui avait perduré à travers des décennies de mariage, dans les enfants et les petits-enfants qui existaient parce qu'un homme avait choisi la compassion plutôt que la commodité par une chaude journée de juillet. Alors que la nuit s'installait complètement sur le ranch et que la famille commençait à rentrer pour le souper, Danny et Margaret restèrent sur le porche quelques instants de plus. Ils n'avaient pas besoin de parler. Après tant d'années ensemble, ils pouvaient communiquer en silence, par la douce pression de leurs mains tenues et le confort d'une présence familière. Ils avaient bâti une belle vie. Ils avaient élevé de bons enfants. Ils avaient créé un héritage d'amour et d'intégrité qui leur survivrait à tous les deux. Et tout avait commencé par un appel à l'aide dans une maison abandonnée. Et un cow-boy assez courageux pour répondre à cet appel. C'était leur histoire. C'était leur triomphe. Et alors qu'ils se levaient enfin et entraient dans la maison chaude et lumineuse, remplie des personnes qu'ils aimaient le plus au monde, ils savaient avec une certitude absolue qu'ils recommenceraient tout sans hésiter. Chaque lutte, chaque défi, chaque moment de peur et d'incertitude dont avait valu la peine pour finir ici, semblent entourés de la famille qu'ils avaient créée et de l'amour qu'ils avaient nourri. L'histoire de Danny et de Margaret Carson serait racontée et répétée pendant des générations. Un rappel que parfois, la chose la plus importante que nous puissions faire est simplement d'être là pour quelqu'un qui a besoin de nous, de rester quand les choses deviennent difficiles et de choisir l'amour même lorsque l'avenir est incertain. Leur héritage ne se mesurait pas en acres de terre ou en têtes de bétail, bien qu'ils en aient eu beaucoup des deux. Leur héritage se mesurait dans l'amour qu'ils partageaient, la famille qu'ils élevaient et la preuve que la bonté et la compassion pouvaient encore s'épanouir, même dans le paysage rude et impitoyable du vieil Ouest. Et cela, en fin de compte, était le plus grand trésor de tous.